A série Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Martin, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. No programa de hoje, Pierre Zawi fala sobre a filosofia francesa depois de maio de 68, da Révolution à dissidência. J'aimerais partir de la question, au fond, pourquoi s'intéresser politiquement à la pensée française des années 60-70, et notamment à la pensée de Foucault, Deleuze et Derrida. Il me semble que ces trois philosophes ont une grande spécificité, notamment quant à la politique, c'est que ce ne sont pas au départ des philosophes très politisés. Ils le sont un peu, mais très peu. Ils constituent leur philosophie en dehors du domaine de la politique. En revanche, ce sont des philosophes qui se politisent très fortement face à cet événement. Face à cet événement qu'à mon avis, on n'a pas fini de penser, qui est mai 68 en France et aussi dans le monde, et aussi au Brésil, même si au Brésil, les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il me semble que mai 68 a ouvert une brèche dans la politique, en tout cas a remis en cause des catégories classiques de la politique, et que cette remise en cause n'est pas finie, et que c'est d'abord pour cela que ces philosophes nous sont précieux. Ils nous sont précieux parce qu'ils nous obligent à repenser des catégories politiques pour notre époque, qui à mon avis n'est plus la même que celle qui précédait mai 68. Para o filósofo italiano radicado na França, Antonio Negri, o século XX não existiu. Trata-se do século XIX, que terminou em 68, e do século XXI, que começou em 68. Il me semble que ce qu'on peut entendre par cette formule, c'est d'abord l'idée que les deux grandes caractérisations classiques de la politique, à savoir comme lutte pour le meilleur régime possible, pour la meilleure société possible, pour la meilleure organisation sociale possible, ou bien sa version plus cynique ou plus machiavélienne, lutte pour le pouvoir, lutte pour conquérir et pour conserver le pouvoir, ont été profondément remis en cause par mai 68 et qu'on est toujours dans cette brèche-là et que nos sociétés d'aujourd'hui continuent à être pris dans une exigence de penser la politique autrement que la manière dont la modernité l'avait pensée. Alors l'anecdote la plus typique pour montrer combien la révolution entre guillemets de 68 a pu prendre à revers toutes les conceptions traditionnelles de la politique, c'est celle, à mon sens, d'Alexandre Kojève. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Kojève, c'était un commentateur de Hegel, commentateur discuté, mais qui fut très important historiquement, notamment en France dans les années 30-40, et il tenait un séminaire sur Hegel qui a fait connaître Hegel et la pensée hegelienne à un grand nombre de philosophes français, aussi un grand nombre d'écrivains, des gens comme Queneau, comme d'autres. Et Alexandre Kojève, qui était cette figure très étrange, à la fois un hegelien, qui était un haut fonctionnaire de l'État gaulliste, et qui simultanément, on l'a appris par la suite, était un espion soviétique. Donc une figure comme ça, à la fois philosophe, haut fonctionnaire et espion, une figure un peu, me semble-t-il, qui caractérisait l'ancienne manière de le faire de la politique. L'anecdote veut que, au moment de mai 68, il se trouve à New York, et un ami l'appelle en lui disant Alexandre, il y a la révolution à Paris. Kojève, très ferme, il était déjà un peu malade, il mourra peu de temps après, demande combien de morts. Et son interlocuteur lui dit aucun, ou peut-être un. Et là, Kojève lui dit ce n'est pas de la politique, c'est du carnaval, et il lui raccroche au nez. Para Alexander Kojev e grande número de pensadores da época, a política, segundo Hegel, tem uma relação necessária com morte, violência, destruição e relações de força. Maio de 68 vai dar uma reviravolta nessas ideias. 68 a apporté autre chose et en tout cas a fait vaciller ces catégories et continue à les faire vaciller aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on est encore pris, pas simplement en France, mais mondialement, dans cette brèche ouverte par cette révolution qui ne fit pas de mort,
qui se prétendit intégralement politique et qui en même temps ne voulait pas prendre le pouvoir et ne prétendait pas orienter tout le monde vers une société meilleure que quelques esprits éclairés connaîtraient davantage que les citoyens ordinaires. Donc ni gaulliste ni communiste. Alors, il me semble qu'on pourrait résumer ces 4 leçons de mai 68 qui, à mon sens, constituent le socle des tentatives de repenser la politique qui vont être à l'œuvre dans le travail de Foucault, de Deleuze et de Derrida, chacun à sa façon. Primeira lição. Tudo é ambíguo. Première leçon de 68, on pourrait la résumer d'une phrase qu'on trouve à la fois chez Foucault et qui constitue en un sens l'essence même de la déconstruction derridéenne, c'est « tout est ambigu ». Tout est devenu ambigu. Il n'y a plus d'un côté « tout est ambigu », c'est-à-dire tout est gorgé de sens, tout est en excès de sens, tout a un sens supplémentaire qui fait qu'on ne peut plus rêver et espérer face aux réalités de notre temps, qu'elles soient politiques, sociales ou autres. On ne peut plus espérer parvenir à avoir une vision absolument univoque, à pouvoir nommer en un seul sens les réalités du temps. Alors les exemples ils sont très simples, mai 68, tout est ambigu, l'État est quelque chose de très ambigu, ça l'était en mai 68, puisqu'en un sens l'État il ne voulait pas prendre le pouvoir, ce qui signifiait qu'il luttait contre un État, contre l'État gaulliste, sans vouloir pour autant le renverser ou le détruire. Donc ambiguïté de l'État qu'on retrouve pleinement aujourd'hui, qu'on retrouve notamment, alors par chance au Brésil, je crois que vous en avez beaucoup moins connu la crise économique que nous connaissons depuis 2008, mais dans tous les débats actuels, il y a une ambiguïté extrêmement forte de l'État, ambiguïté telle que dans le champ politique français notamment, on voit des libéraux appeler au secours l'État, dire qu'il faut plus d'État pour réguler le capitalisme. On voit au contraire des franges de la gauche demander moins d'État. Bref, la position de l'État comme à la fois ce qui limite les libertés et ce qui en même temps peut s'avérer redistributeur et protecteur, est une position, est devenue une réalité politique extrêmement ambiguë. Essa ambiguidade também vai influenciar o pensamento simbólico e a linguagem em maio de 68. Ser capaz de dar nome a uma coisa e ao mesmo tempo se distanciar dela. Le symbolique, avec mai 68, devient quelque chose d'extrêmement ambigu. Puisque d'un côté, mai 68, c'est la critique de tout ce qu'on a pu appeler l'ordre symbolique. C'est la critique de la famille, c'est la critique de la filiation, c'est la critique du père, c'est la critique des pères, c'est la critique des autorités, c'est la critique de tout ce qui fonde le symbolique. Et simultanément, tout mai 68, c'est comme a pu le dire le sociologue Michel de Certeau à chaud dès le mois de septembre 68, c'est d'abord une vaste prise de parole. Or, la prise de parole, il n'y a rien de plus symbolique. En un sens, mai 68, c'est la critique de toute symbolique. En un autre sens, c'est la révolution la plus symbolique qui soit, et c'est une symbolique contre, justement, la violence directe sur les corps ou sur les esprits. Maio de 68 foi também uma revolução contra o capitalismo, mas a favor de liberdades. Troisième point d'ambiguïté, la question du libéralisme. La question du libéralisme avec la question des libertés. Au sens où d'un côté, c'est une révolution contre le capitalisme mondial, et d'un autre côté, c'est une révolution qu'on a pu qualifier, en tout cas c'est la lecture notamment du Parti communiste français à l'époque, d'essentiellement libéral ou de libéral libertaire, puisque c'est avant tout la défense d'un certain nombre de libertés, jusqu'aux libertés pour chacun de pouvoir produire lui-même. Donc le libéralisme devient quelque chose de profondément ambigu, et l'enjeu de pour ou contre le libéralisme ne peut plus être tout à fait la question.
Se considerarmos que os Estados Unidos levaram o liberalismo econômico ao seu paroxismo, fica fácil compreender que o movimento de maio de 68 na França fomentou um forte sentimento anti-americano. As palavras de Deleuze e Guattari. Da América chegou o melhor e o pior. L'Amérique, c'est-à-dire quelque part ce pays, le pays le plus arrogant du monde, puisque ce pays, les États-Unis, qui se sont donné le nom d'un continent, comme si la France s'appelait l'Europe, l'Amérique devient extrêmement ambiguë, c'est-à-dire que l'anti-américanisme même, au sein de mai 68, est battu en brèche parce que les influences américaines sont énormes, notamment toutes les influences de la contre-culture qui vient de la côte ouest américaine. Donc l'Amérique elle-même, on n'a plus cet ennemi qui a pu structurer la politique française, notamment le grand accord gaulo-communiste qui avait tenu la politique française pendant 30 ans contre l'Amérique en tant qu'ennemi commun. L'Amérique cesse d'être un ennemi principal. Bref, les choses de la politique deviennent fondamentalement ambiguës et toute chose dans la politique devient fondamentalement ambiguë. Segunda lição. Tudo é agora. On ne peut plus prétendre en politique offrir un horizon de sens posé. Cet horizon de sens, toute la politique moderne avait essayé de le constituer. Ça a pu être chez Kant le projet de paix perpétuelle, l'idée que peu à peu, historiquement, nous allions tendre vers une paix perpétuelle. Ça a pu être l'idéal de la société libérale, qui était une société de petits producteurs qui arrivait au maximum de bonheur pour tous. Ça a pu être la société sans classe des marxistes. Bref, cet horizon de sens, il s'effondre avec mai 68, parce qu'on ne croit plus au progrès. On ne croit plus au progrès moral de l'homme. L'homme n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 25 siècles, et on ne croit plus non plus au progrès institutionnel. Ce qui résume le mieux cette pensée-là, c'est un slogan de mai 68 très idiot, dans sa première formulation très idiot et complètement enfantin, qui est « on veut tout tout de suite ». Sous l'idiotie du slogan « on veut tout tout de suite », évidemment c'est la négation du travail, de la pensée, de tout ce qu'on voudra, il y a quand même cette idée-là que on ne peut plus attendre, on ne peut plus espérer des lendemains qui chantent. On ne peut plus croire. Slogans como Nunca mais o nazismo, Fim ao fascismo, fizeram parte das promessas de um novo amanhecer, com a Primeira Grande Guerra e também com a Segunda. Mas eles voltaram. Portanto, como acreditar em progresso moral ou institucional? Les grandes sociétés modernes, qui sont des sociétés que Foucault appelait disciplinaires. Les sociétés disciplinaires, c'est des sociétés qui se construisent, d'après Foucault, sur le modèle de la prison, sur le modèle de la visibilité, et qui fonctionnent suivant un principe de réglementation généralisée des vies, et de discipline qui doivent s'imposer à même les corps. Ça vaut dans la prison, mais ça vaudra simultanément dans la caserne, et dans la caserne pour tous les citoyens via le service militaire obligatoire, puis dans l'école, dans l'entreprise, partout. Ce modèle disciplinaire, ou encore ce modèle souverainiste, avec un souverain qui décide directement sur les corps du comportement de chacun, est remplacé au cours du XXe siècle par un autre type de société qui sont que Foucault appelle des sociétés de gouvernementalité et que Deleuze appelle des sociétés de contrôle. Alors c'est des sociétés beaucoup moins violentes, c'est des sociétés qui fonctionnent moins sur la loi que sur le contrat interindividuel, qui fonctionnent davantage au consensus qu'à l'imposition directe de la volonté souveraine, et qui contraint les corps de manière uniquement indirecte. Le premier, qui a une violence absolument terrible, porte aussi certaines forces d'ascétisme, ça c'est le fond nietzschéen qu'il y a chez Deleuze et chez Foucault, porte des formes d'ascétisme qui peuvent être malgré tout favorables à la pensée. On ne pense pas uniquement dans la concorde et sans violence.
Et ensuite et surtout parce qu'il n'est pas sûr du tout que ces formes permettent de concevoir une vie plus humaine, plus pacifique, et finalement des sociétés plus vivantes et plus créatives. Plus encore, quand les choses vont mal, dans ces sociétés de gouvernementalité, on peut voir ressurgir très fortement et très brutalement des formes de souveraineté, c'est-à-dire des formes de réglementation et de non-droit au nom même de la souveraineté, extrêmement violentes. On l'a vu notamment aux États-Unis avec le surgissement de Guantanamo, avec la notion notamment qui revient sur tous les principes du droit et sur tous les principes de la démocratie de détention illimitée. La notion, qui est une aberration juridique, la notion de détention illimitée sans procès qui a pu être mis en place à Guantanamo et peut être lu par un certain nombre notamment de penseurs foucaldiens d'aujourd'hui. Foucault étant mort en 84, il n'est plus tellement là pour le penser, mais enfin, sa pensée continue. S'interroge, alors Judith Butler aux États-Unis, Éric Fassin ou d'autres en France, se sont interrogés justement sur cette capacité de ressurgissement de la souveraineté à l'intérieur même d'un modèle de gouvernementalité. Ce qui marque bien ici le non-progrès de ce type de société-là et son ambiguïté radicale aussi grande que celle des sociétés disciplinaires. Terceira lição: pluralidade de inimigos. Troisième leçon de mai 68, en tout cas troisième leçon très importante pour la pensée politique, je vais plus vite sur les deux dernières, c'est l'abandon au fond de deux concepts centraux de la pensée politique, non seulement la pensée politique marxiste, mais aussi bien la pensée politique de droite, la pensée politique à la Carl Schmitt, qui sont la notion d'ennemi principal. Para o teórico político alemão Carl Schmitt, o Estado fora do Estado é o inimigo principal, a última instância. Et s'il y a un ennemi principal, cela signifie, et c'est le second grand concept qui structure au fond l'essentiel de la pensée des années 60, en tout cas avant mai 68, qui est l'explication en dernière instance. L'explication en dernière instance, c'est-à-dire que quels que soient les mouvements qui peuvent se produire, il y a toujours un facteur en dernière instance qui explique ce type de manifestation politique. Alors ça peut être le rôle de l'État ou le rôle d'un État étranger dans une vision schmittienne, dans une vision marxiste. Cette explication en dernière instance, c'est toujours l'économique. Si au fond il y a des luttes culturelles, s'il y a des luttes féministes, s'il y a des luttes dans de tout autre domaine, des luttes pour les droits civiques comme les Noirs aux États-Unis dans les années 60, s'il y a toutes ces luttes-là, c'est qu'en dernière instance, ça s'explique par leur position de classe dans le champ économique. Mai 68 vient éclater complètement ce double paradigme, cette double pensée. Il n'y a plus d'ennemi principal, il y a une pluralité d'ennemis qui sont variables, qui peuvent changer, qui ne sont pas toujours des ennemis, qui peuvent être pensés comme des adversaires, qui peuvent devenir des partenaires, mais en tout cas, il n'y a pas un ennemi qui structure l'ensemble du champ de la politique. Deuxièmement, il n'y a plus d'explication en dernière instance, c'est-à-dire qu'il faut penser la spécificité de chaque lutte dans les raisons propres, dans chaque combat politique, dans chaque conflit, dans les raisons propres qui la constituent. Até maio de 68, a grande figura intelectual na França era Sartre, o intelectual orgânico, como dizia Gramsci, a serviço de órgão político e com o objetivo de uma hegemonia cultural em particular. Com a Revolução, sai Sartre e entram os intelectuais rebeldes. Cette double figure de l'intellectuel organique inscrit dans un parti ou de l'intellectuel total disparaît. En France, en tout cas, un relais se passe, parce qu'ils peuvent s'entendre à l'occasion de telle ou telle occasion. Mais en tout cas, les trois penseurs qu'on examine, on doit les définir autrement. Celui qui les définit le mieux, c'est Foucault. Mais il me semble qu'il ne définit pas que lui-même. Il définit les trois types de... aussi bien Deleuze et Derrida que lui-même. C'est l'intellectuel spécifique. Un intellectuel spécifique, c'est un intellectuel qui ne prétend plus, depuis le surplomb, penser la totalité du réel, penser la totalité de la politique, qui ne prétend plus
savoir mieux que les acteurs en place ce qu'il en est de ce qu'il faut espérer ou de ce qu'il faut craindre, mais qui prétend s'attacher à des combats particuliers, à des luttes spécifiques. Donc l'intellectuel n'a plus à répondre à cette question que faire. L'intellectuel a à penser spécifiquement des problèmes singuliers qui adviennent en son temps et à les penser en les aidant à donner une distance réflexive, historique, géographique, transversale, etc. Mais il n'est ni là pour dire où aller, ni là pour dire comment le faire. Quarta lição: início da globalização. A política deixa de ser nacional. Dizer que o Estado-nação não é mais o contexto ideal para se pensar a política é uma particularidade de maio de 68. É o pontapé inicial para a mundialização ou globalização da economia, da política e até mesmo do pensamento. Os problemas se tornam transversais à totalidade do mundo. Alors, il y aura deux voies essentiellement qui développeront cette idée d'une politique immédiatement mondiale, c'est-à-dire qu'au fond, la politique devient intégralement étrangère. Toute politique est étrangère, y compris même sa propre politique nationale doit être pensée sous la forme d'une politique étrangère. Dans le cosmopolitisme du XVIIIe siècle est mort d'une certaine manière et il faut en inventer un pour aujourd'hui. Porté par aussi des transformations économiques qui rendent la pensée plus adéquate au monde dans lequel nous vivons. La seconde voie, ce sera qui sera notamment ouverte par Deleuze et Guattari, ce sera la voie de l'écologie, puisque le propre de l'écologie, c'est justement que les problèmes sont des problèmes mondiaux. Donc, d'où la grande formule qui, en un sens, condense un peu leur pensée, qui caractérise l'écologie politique. Pensée globale, agir local, mais on pourrait dire aussi bien l'inverse. Agir global et pensée locale, puisque les deux, au fond, dans un monde mondialisé, deviennent équivalents. Bref, voilà, me semble-t-il, la transformation qu'opère 68. Et face à cette transformation, il faut repenser une nouvelle philosophie politique. Foucault, Deleuze e Derrida nos deixaram algumas pistas para interpretar esse novo e complexo contexto do pós-maio de 68. Em 3 delas, parecem que estão em acordo. A primeira pista: os 3 pensadores defendem uma política que seja, ao mesmo tempo, uma política de felicidade e do intolerável. Primeira via. Qu'est-ce que ça veut dire une politique de la joie et une politique de l'intolérable ? Classiquement, en un sens depuis Platon, ou au moins depuis Aristote, quand la politique s'intéresse au champ affectif, s'intéresse aux sentiments, elle a pensé 2 grands sentiments qui seraient propres à la politique et qui sont la peur et l'espérance. Au fond, toute politique repose sur la peur ou la crainte et l'espérance. Qu'est-ce qu'elle donne à espérer ? Comme autre monde, comme amélioration, etc. Et qu'est-ce qu'elle donne à craindre si vous ne votez pas pour moi, ou si vous ne construisez pas telle société, etc. Ou si au contraire vous construisez telle société. Or, nos auteurs pensent que ces concepts sont, justement au nom des leçons de 68 qu'on vient de voir, sont obsolètes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à la place de la joie, à la place de l'espérance, il faut penser la joie, et à la place de la crainte, il faut penser l'intolérable. Alors la joie, en effet, c'est pas du tout l'espoir. La joie, c'est pas du tout l'espoir. La joie, au sens de Spinoza, c'est l'augmentation de sa puissance d'affecter. Être joyeux, quand on est plus joyeux, on est plus puissant. On se ressent plus puissant. Donc c'est le contraire d'un espoir, qui est l'espoir, c'est je me sens faible aujourd'hui, mais je me projette, j'espère être fort dans l'avenir. C'est l'espérance d'une force, c'est l'attente d'une force à venir. Au contraire, la joie, c'est une force immédiate. Donc de ce point de vue-là, la joie, et quand on est joyeux, on n'a plus besoin d'espoir.
Alors, dans des temps comme aujourd'hui, des fois, c'est pas mal de ne pas avoir besoin d'espoir. Autrement dit, cette politique de la joie, c'est d'abord l'idée qu'il faut essayer d'être assez joyeux pour justement pouvoir se passer d'espoir et pouvoir notamment se passer de cette chose infernale de la politique, qui est le cercle perpétuel de l'espoir et de la déception, de la désillusion et du même coup du désespoir ou de l'amertume. Qui fait que la politique classique et traditionnelle finit par dégoûter de la politique. Tous ceux qui y ont participé finissent par produire cette catégorie des déçus d'eux. Cette catégorie de la déception, c'est véritablement le prix à payer de l'espérance. Parce qu'en politique, en religion, c'est pratique parce que l'espérance, elle est toujours reportée. Même quand les promesses sont tenues, c'est rare que les promesses soient tenues en politique, mais même quand elles sont tenues, on est encore déçu. Parce qu'au fond, on désire toujours plus que ce qu'on désirait véritablement, que ce qu'on croyait simplement désirer. Dès qu'on obtient ce qu'on a, on veut plus. C'est ça la logique du désir. Comme dit encore Lacan, la logique du désir, c'est encore. On en veut toujours encore. Desse ponto de vista, o destino da política é decepcionar. Si on part de ce constat-là, il faut sortir de l'espoir, mais il faut arriver à penser une situation sans espoir qui ne soit pas pour autant une situation désespérée. Alors là-dessus, Deleuze s'appuie dans Logique du sens, sur la très belle nouvelle de Fitzgerald qui s'appelle The Crack-up, la fêlure en français, dans laquelle Fitzgerald dit il faudrait être capable d'admettre que les choses sont sans espoir et être encore capable de vouloir les changer. Ce qui peut permettre une telle posture, en soi, une telle posture, elle paraît impossible. Dès qu'on est face à un danger, face à un mur, dès qu'on est dans la peur ou l'espérance, ça paraît impossible d'avoir aucun espoir et de continuer à se battre et à combattre. C'est possible quand on est joyeux. C'est bien pour ça qu'il faut de la joie. C'est possible quand il y a de la joie. C'est la joie qui permet au fond de se débarrasser des catégories d'espoir et de désespoir. Et de comprendre que là où il n'y a pas d'espoir, il ne peut pas y avoir de désespoir. Il n'y aura pas de désillusion, il n'y aura pas de déception. Il y aura au contraire une activité qui sera sans cesse remise sur le métier. Lacan deu a esse contexto o nome de inesperança, ou seja, ser capaz de atravessar as esperanças para atingir uma zona, não de desespero, mas, ao contrário, onde podemos viver sem esperança. Tant qu'on restera dans des démocraties parlementaires, et plus encore des démocraties de spectacle, les hommes politiques seront appelés à vendre de l'espoir, de la promesse, etc. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'archaïque là-dedans. Il y a quelque chose qui tient plus. C'est-à-dire que les seuls qui se font avoir sont ceux qui y croient encore, mais on sait très bien que tous les hommes politiques n'y croyaient plus. Aujourd'hui, on voit bien que tous les hommes politiques n'y croient pas. Ils peuvent croire en des points particuliers, en des points spécifiques, mais quand il s'agit des grandes promesses ou de grands vents d'espoir, là, on n'est plus dans la politique, on est dans la communication. Donc, de ce point de vue-là, il faut penser la joie. Mais c'est la même chose pour la crainte. C'est la même chose pour la crainte, parce qu'au fond, la crainte, c'est ce qui permet très souvent de ne pas voir ce qui se passe. Os pensadores rebeldes, Deleuze, Foucault e Derrida, preferem o conceito do intolerável ao comportamento de avestruz. Mais l'intolérable, c'est au contraire ce qu'on ne peut pas tolérer, ce qui exige une action. C'est le grand nom, l'intolérable, qui va réunir tous les intellectuels français de la fin des années 50, d'avant mai 68. Donc deux structures qui sont plus du tout l'espoir et la crainte, comme dans la philosophie politique classique, mais qui sont la joie et l'intolérable. Alors quels exemples plus précis on pourrait donner ? Justement, comme exemple de politique de la joie, on pourrait dire que dans le champ de l'écologie politique, on aurait tout intérêt, si on voulait suivre. Il y en a quelques-uns qui essaient de suivre cette pensée, alors là tout particulièrement de Deleuze et Guattari, puisque Guattari, lui, a fini sa vie en s'engageant dans le mouvement écologique, d'essayer de récuser malgré tout le catastrophisme. Ce n'est pas en produisant des catastrophes et des peurs des catastrophes, mais ça peut être aussi bien en essayant de chercher dans l'écologie quelles sont les promesses d'avenir, non pas les espérances, mais les promesses d'avenir actives, joyeuses pour aujourd'hui. Or, il peut y avoir énormément de joie dans la pensée écologique. Il peut y avoir énormément de joie. Par exemple, ce n'est pas l'hypothèse de frugalité qu'il faut un jour ou l'autre qu'on consomme moins.
L'écologie donne la force du réalisme à cela, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, on va consommer moins, on y sera absolument obligé, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que non seulement peut y avoir une joie dans la frugalité, mais plus encore, peut y avoir un sentiment d'abondance dans la frugalité. La Deleuze avait très bien montré dans l'Anti-Oedipe combien c'est au contraire le productivisme débridé qui produit le sentiment de rareté et qui produit le sentiment du manque. C'est quand on produit sans cesse qu'on manque du dernier iPad qui vient de sortir. On l'a pas, alors que son voisin l'a déjà. Dans des sociétés moins productivistes, on peut parfaitement se sentir en pleine abondance. Il y avait un texte d'un anthropologue américain qui s'appelait Âge de pierre, âge d'abondance, pour montrer que les sociétés dites primitives étaient en fait des sociétés qui fonctionnaient suivant l'abondance, puisqu'elles détruisaient systématiquement le surplus. C'est au contraire nos sociétés de surconsommation. Autre, il a bien plus directement inspiré par ces penseurs-là, c'est l'exemple, notamment dans les années 90, c'est l'exemple en Europe, mais aussi aux États-Unis, et là ils doivent beaucoup à Michel Foucault en particulier, c'est l'exemple des associations de malades contre le sida. L'essentiel ici de cette pensée, c'est en tout cas une autre pensée de la maladie. Notamment face au sida, il y avait l'idée dans les années 80, en tout cas dès que le sida a été connu comme tel, que le sida c'était la mort à plus ou moins brève échéance, au moins avant l'arrivée des trithérapies. C'était la mort à plus ou moins brève échéance, et là un certain nombre d'associations se dressent en disant non, c'est pas la mort. On n'est pas mort, on est joyeux, on est vivant, on est aimant, on s'aime, et on va vous le prouver. Des associations comme ACT UP à New York, à Paris, ou comme AIDS sur l'ensemble de la France, AIDS qui a été fondé par Daniel Defer, c'est-à-dire le compagnon de Michel Foucault. Exemple de l'autre côté des politiques de l'intolérable. Là, je passe vite, c'est un peu moins connu. Les deux grandes mobilisations, en tout cas de nos penseurs sur l'intolérable, ça aurait été la prison, pour Foucault primordialement, ça aurait été l'asile psychiatrique et l'antipsychiatrie, jusqu'à l'antipsychanalyse, notamment pour Deleuze. Guattari, ça aurait été en particulier la peine de mort, notamment aux États-Unis pour Derrida. C'est cette figure toujours qu'il y a quelque chose d'intolérable, c'est-à-dire qu'on ne sait peut-être pas ce qui est le meilleur régime possible, on ne sait peut-être pas ce qui est la vraie société, on ne sait peut-être pas ce que serait la vraie justice. En revanche, on sait ce qu'est l'absolue injustice. C'est-à-dire renverser la position. La politique, au fond, elle repose moins sur une connaissance de la justice, sur ce qu'est le juste, et le philosophe, il est moins là pour dire ce qu'est le juste, que pour pointer ce qui lui semble radicalement injuste. On ne sait pas très bien quelles sont les meilleures sociétés dans lesquelles on peut vivre, mais on peut connaître absolument les pires. Et on peut connaître celles qui sont absolument inadmissibles, non seulement chez les autres, mais aussi bien en soi-même et dans les conditions qui peuvent leur être prêtées. Et il n'est pas sûr du tout, de ce point de vue-là, les prisons. Les derniers rapports, je ne connais pas du tout l'état des prisons brésiliennes, mais j'ai peur que ce ne soit guère plus reluisant qu'en France. De ce point de vue-là, il y a un intolérable qui perdure et qui n'a pas bougé. Le sort des fous, en France en tout cas, ne laisse aussi d'être extrêmement inquiétant. Il y a eu 1001 réformes. On est aujourd'hui en France d'une tentative de recriminalisation de la folie qui n'est pas qu'en France, qui est aussi aux États-Unis, qui est aussi en tout cas en Angleterre, qui peut être aussi extrêmement inquiétante. D'autres politiques de l'intolérable, la grande politique de l'intolérable en tout cas qui a tenu la plupart des intellectuels français depuis 10 ans, c'est la politique de l'immigration en France. C'est la politique consistant à pouvoir expulser une mère en laissant ses 2 enfants français en France, à pouvoir expulser des familles entières en Afghanistan, par exemple, ou dans des pays soumis à la guerre. C'est la restriction drastique du droit d'asile jusqu'à des formes d'aberration. C'est la séparation des fratries, etc. On a énormément d'exemples là-dessus. Il y a un point, en tout cas la seule chose où on peut s'engager, c'est qu'on ne peut pas dire
Au fond, c'est pas la philosophie et la pensée, elle est plus là pour nous donner un projet, un programme général de la politique, mais elle est là pour pointer spécifiquement ce qui est absolument intolérable et ce que collectivement on ne peut pas accepter. Foucault, Deleuze e Derrida nos ajudaram a interpretar esse novo e complexo contexto do pós-maio de 68. Um segundo caminho para esta compreensão está na política da arte e da literatura. Segunda via. Seconde voie, ou plus exactement poursuite ou ajout à la première, il s'agit d'une politique de l'art et de la littérature. Alors ça, il me semble que c'est une grande spécificité française. Une grande spécificité, en tout cas, de la pensée politique française de ces années-là. C'est l'idée qu'on ne peut pas penser la politique sans art et sans littérature. Pour les Français, en tout cas pour ces penseurs-là, ça va de soi. Alors, en un sens, ça va de soi parce que c'est l'art et la littérature, notamment quand la cause qu'on combat est abominable, c'est ce qui donne encore un peu de joie. Et c'est ce qui permet véritablement de maintenir cette joie-là. Dans le combat, par exemple, pro-palestinien, dans lequel furent engagés notamment Foucault et Deleuze et Derrida, la poésie de Mahmoud Darwish est très importante. Elle est très importante, il y a besoin de poésie au lieu même où les solutions politiques ne sont pas immédiatement possibles, si on veut maintenir de la joie. Donc il y a une nécessité, si on veut penser la politique au présent, si on peut dans une politique de l'espérance ou une politique eschatologique, il y a une possibilité de produire ici et maintenant quelque chose qui donne assez de joie. Cette chose qui doit l'accompagner, c'est l'art et la littérature. Mais plus fondamentalement, ça signifie, me semble-t-il, deux autres choses. Ça signifie que, non pas à la manière de Sartre, que l'artiste devrait s'engager et devrait se politiser, se mettre en quelque sorte, si ce n'est au service d'un parti ou d'un État, en tout cas au service de la politique, au service de ce que Sartre appelle un projet de monde. C'est moins l'idée que l'artiste doit être au service de la politique que l'idée que la politique doit être au service de l'art. La politique doit être au service de l'art et de la littérature. C'est-à-dire poser la question, et il ne cesse au fond de poser cette question, et on a des réponses du même coup étranges. Poser la question, quelles sont les sociétés qui produisent les artistes, les écrivains les plus intéressants. C'est-à-dire que de penser aussi et d'évaluer les sociétés en fonction de leur capacité à produire des penseurs en art, en littérature, en musique, etc. De ce point de vue-là, bon, l'exemple massif qui hante en grande partie Foucault et Deleuze, mais aussi Derrida, même s'il en parle un peu moins, c'est l'exemple de l'URSS. L'URSS, Foucault est fasciné par Tchekhov, et Deleuze est fasciné par la suite de Nietzsche, par Dostoïevski, et ils sont bien obligés, donc, par la littérature russe, de reconnaître qu'en l'espace de 70 ans, l'Union soviétique a réussi à tuer la littérature russe. Il n'y en avait plus, un peu ou à peine, Vassili Grossman, quelques-uns, mais très peu. L'immense littérature, qui est une des plus grandes littératures européennes, disparaît. Donc l'art et la culture peuvent absolument disparaître. C'est pas nécessairement... mais du même coup, ce n'est pas non plus nécessairement dans les sociétés les plus consensuelles, les plus douces, les plus petites bourgeoises, que l'on verra surgir les penseurs, les écrivains, les artistes les plus intéressants. A visão da política mudou com o maio de 68. A arte e a literatura entraram em cena como fator de mudança e renovação. A eficácia política passa a ser então medida pela sua capacidade de criar, de inventar soluções. On pourrait trouver d'autres exemples. Un des exemples les plus massifs, sans doute, dans l'histoire mondiale, c'est ce qu'invente Gandhi avec la marche du sel et avec la résistance passive en Inde. Là, il n'y a pas simplement un rapport de force, c'est qu'il invente quelque chose de nouveau dans le rapport de force. Alors, un des exemples, mais là très franco-français que prend Deleuze,
c'est en 82 la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, là, le gouvernement français invente quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'être soit dans l'abandon des colonies en disant bah, c'est bon, vous êtes décolonisés, et puis maintenant démerdez-vous, débrouillez-vous, soit être dans le refus de la décolonisation, le gouvernement pose comme principe la Nouvelle-Calédonie aura son indépendance, mais on va tout faire pour que ça ne soit pas une guerre civile, et donc on va faire ça par étapes, et on va engager un processus de négociation qui a de toute façon pour horizon l'indépendance. Ce qui a sans doute évité, alors, le processus n'est pas entièrement fini, mais enfin, il a évité une guerre civile sur place, puisque la population est très divisée, et là, il y avait l'invention d'un nouveau type de discours. Subitement, on inventait quelque chose. Terceira via, política das utilizações. Outra questão da política não é só o que se faz, mas qual utilização fazemos. Simplement, troisième ligne ou voie qui se dégagerait, ce serait une politique des usages. Alors je vais très vite. Qu'est-ce que ça veut dire une politique des usages? Ça, c'est l'autre grande formule qui revient très souvent, notamment sous la plume de Deleuze, mais aussi sous celle de Foucault, c'est qu'au fond, tout est question d'usage. C'est que s'il n'y a plus de principe, s'il n'y a plus au fond de principes déterminants ou de résultats escomptés, clairs, positifs et univoques qu'on puisse poser avec un seul sens, c'est qu'au fond, le véritable enjeu de la politique n'est pas ce qui advient, mais quel usage on en fait. Autrement dit, c'est l'idée de penser la politique comme un pragmatisme radical. Un pragmatisme radical, c'est-à-dire de tout rabattre dans la question des usages, mais qu'il soit radical, parce que justement, en un sens, le capitalisme mondial, c'est lui qui est capable de faire usage de tout, et qui dit on peut user de tout, des gens, des personnes, des objets, de la nature, etc. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de penser des usages plus radicaux, donc c'est-à-dire davantage en prise avec la vie même ou avec les désirs propres ou immédiats de chacun. Michel Foucault alertou que a ideia dos direitos humanos pode ser usada com hipocrisia, pois foi em nome dos direitos humanos que a França fundou toda a sua política de colonização. É em nome dos direitos humanos que combatemos as desigualdades, mas vivemos num mundo repleto de desigualdades. Foucault écrit un petit texte là-dessus, contre les gouvernements, les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont toujours un texte qui garde, en un sens, leur capacité insurrectionnelle. Bon, c'est à propos des Boat People qu'il écrivait ce texte, pour exiger des États qui interviennent justement aux droits de l'homme qui les constituent. Vous n'avez pas le droit de ne pas intervenir ça devait être en 79-80, au moment où les Boat People vietnamiens étaient... toutes les personnes étaient en train de s'enfuir du Vietnam. Autre exemple, alors là très intéressant, mais que je peux qu'évoquer ainsi, c'est tout le travail qu'a pu faire Derrida au sein des commissions justice et réconciliation en Afrique du Sud. Il en a publié un court texte qui est l'un de ses textes les plus saisissants, je trouve, qui s'appelle L'impardonnable et l'imprescriptible. Ces commissions justice et réconciliation qui tentaient justement d'essayer de penser de nouveaux usages de la justice. Un dernier exemple que je pourrais vous prendre, ce serait l'exemple même du néolibéralisme. En un sens, critiquer directement, frontalement le néolibéralisme, c'est pas sûr et certain que c'est ce qui le fasse reculer. Dans l'optique d'une politique des usages, ce sera aussi de voir comment, à l'intérieur même du néolibéralisme, il y a des possibilités pour produire des formes de pensée plus humaines. A herança dos pensadores rebeldes, da revolução à dissidência. De la révolution à la dissidence, c'est l'idée que dans le modèle révolutionnaire, il y a un certain nombre de paradigmes qui sont posés dans le modèle révolutionnaire. La dissidence, c'est plus un modèle de renversement radical de la société. La dissidence, c'est un modèle au sein de la société d'opérer une certaine forme de séparation, mais immanente, interne à la société, qui permettent à la société de se déplacer, de se transformer, sans croire jamais qu'on puisse la révolutionner complètement. Parce que là, il me semble que, en tout cas, nos trois penseurs, c'est ce qui fait, me semble-t-il, leur force, c'est qu'ils ont pris pleinement acte du caractère, au fond, astronomique des révolutions politiques. Le sens astronomique de la révolution, c'est quand même le tour ou la rotation
d'une planète autour de son axe, c'est-à-dire en tout cas dans le système solaire, autour du Soleil. La révolution complète d'une planète, c'est son périhélie, c'est le tour du Soleil. Et de ce point de vue-là, la plupart des révolutions qu'on a connues, c'est des révolutions qui finissent par reproduire exactement ce qu'ils avaient combattu initialement. Ce qui ont intéressé plutôt nos auteurs, c'est une fois qu'on a admis ça, c'est-à-dire que une certaine pensée révolutionnaire est morte, comment maintenir une certaine forme de radicalité politique au sein des sociétés. Et ça, c'est justement ce modèle de la dissidence. C'est-à-dire que le modèle de la dissidence, c'est s'inscrire à l'intérieur d'un système, c'est y prendre parti, et à l'intérieur de ce système-là, être en position dissidente, c'est-à-dire être en position de distance ou de séparation avec le mode ordinaire de fonctionnement du système. C'est-à-dire produire de nouveaux usages, créer de nouvelles manières d'envisager les rapports de production, les rapports interpersonnels, etc. C'est-à-dire être dans un rapport qui ne cherche pas à défaire le système, comme on disait dans les années 60, mais qui cherche sans cesse à le déplacer, à y insuffler de la vie, à produire de nouveaux désirs ou de nouveaux usages des plaisirs, comme dit Foucault, etc. En bref, et pour finir, qu'est-ce qu'ils nous promettent? C'est donc pas une politique globale, c'est pas une politique totale. C'est une politique spécifique et transversale. C'est une politique de la joie et de l'intolérable à la place d'une politique de la crainte et de l'espérance. C'est une politique de la création et de l'invention à la place d'une politique de pur rapport de force. Et c'est une politique des usages à la place d'une politique des principes ou d'une politique des résultats. Il me semble qu'en un sens, celle qui résume le mieux toute cette politique, parce que je crois que le nœud c'est quand même la joie, c'est-à-dire cette politique au présent, cette politique d'ici-bas, politique qui n'a pas besoin de se nourrir d'espérances formidables qui seront toujours déçues. C'est pas du tout une philosophe, mais c'est la formidable actrice hollywoodienne des années 40 qui s'appelait Mae West, et qui disait cette phrase épatante qui me semble qu'elle aurait pu être contresignée par Deleuze ou par Foucault. On ne vit qu'une fois, mais si on s'y prend bien, une fois suffit.